Nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Besson. Alors Nathalie, vous êtes chercheur des particules au CEA de l'Inde. Vous dites avec une voix grave, dites-le. C'est l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Voilà. Alors vous travaillez actuellement, je crois, sur les différents types de bosons. Vous avez encore... oui, voilà. Et vous êtes évidemment enseignante, vous enseignez à l'école centrale toujours, oui? Non, non, bah, non, ça date un peu. Alors allez-y, je vous en prie, présentez-vous. Depuis quelque temps, je suis la chef du département de physique des particules et donc j'ai dû lâcher l'enseignement que j'adorais parce que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Donc pour l'instant, je fais une pause dans l'enseignement. Très bien, merci beaucoup. Alors Jérôme Santolini, vous êtes également chercheur, vous travaillez au CEA de Saclay et vous êtes très actif dans l'environnement associatif, notamment dans l'association Sciences et Société, c'est bien ça? Oui. Oui, alors moi c'est donc administrateur d'une asso qui s'appelle Sciences Citoyennes, une vieille asso citoyenne, il y a une vingtaine d'années qui travaille sur essayer de remettre les sciences en démocratie. Et puis accessoirement aussi membre d'un collectif qui vient d'émerger qui s'appelle Scientifiques en Rébellion. Guillaume, vous êtes dessinateur de bande dessinée dans les domaines qui nous intéressent. Vous avez il y a quelque temps, c'était une jolie réussite, fait Space Monkeys avec Claire Weiss au scénario, je crois. C'est ça, exactement. Au Lombard et peut-être ici surtout pour les trois fantômes de Tesla. Au Lombard également avec Richard Marzano, c'est ça? Richard Marzano au scénario, oui, tout à fait. Voilà. Je suis aussi chercheur, mais dans un autre domaine. Je cherche constamment à dessiner de mieux en mieux, sans trop y arriver à chaque fois. Voilà. C'est un art qui tend vers une science. Oui, ça peut se rapprocher de la science dans certaines spécificités, c'est vrai. Alors enfin, Guy Franck Richard, vous êtes directeur de recherche à l'Institut Pasteur. Vous travaillez sur l'instabilité des génomes et notamment, si j'ai bien compris, vous constituez des modèles pour étudier ces différents types d'instabilité. C'est ça que j'ai découvert en enveloppe bio. Et cela en vue de thérapie génique. Voilà, c'est tout à fait ça, exactement. Alors, bon, déjà, le titre de la table ronde est intéressant. J'aimerais vous interroger là-dessus, vous entendre l'orgueil de la science. Est-ce que c'est l'orgueil ou plutôt la fierté légitime de la science et plutôt même de ces scientifiques? Ou est-ce que c'est ce travers qu'on prête de plus en plus souvent dans les réseaux sociaux d'un orgueil hubris de la science? Mais avant tout, j'aimerais vous interroger sur un événement qui m'a marqué en 2021. Le grand biologiste Richard Dawkins a écrit plusieurs fois, avec des collègues également, à l'Académie royale des sciences de Nouvelle-Zélande, qui voulait enseigner à part égale l'évolutionnisme et le créationnisme. Donc Dawkins s'en est inquiété et on lui a répondu, je cite, « Vous développez une vision étroite et dépassée de la science ». C'est l'Académie royale qui a répondu ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Les uns et les autres, hein, parce que la question frappe les quatre, évidemment. Il y a une légère différence, c'est-à-dire traiter à part égale une science et un dogme, c'est quand même complètement différent. Donc la vision n'est pas si étriquée de ça, c'est deux choses totalement différentes. Que je sache, le créationnisme n'a pas de fondement scientifique du tout. Oui, donc en fait ce sont deux choses effectivement totalement différentes. On a d'une part une théorie scientifique qui est celle de l'évolution des espèces et de la sélection naturelle, qui peut être assez facilement démontrée par n'importe quel étudiant de niveau master en biologie sur des organismes assez simples. On peut montrer qu'effectivement, en conditions de sélection, on peut sélectionner des mutants qui sont plus aptes à survivre dans certaines conditions. Donc ça, c'est établi par des centaines, des milliers d'articles scientifiques depuis
des décennies, et donc on est en face à une théorie scientifique, et dans le cas du créationnisme, on est face à une hypothèse. Donc ce sont deux choses qui sont totalement différentes, en fait, qu'on doit regarder de façon totalement différente. Oui, pour moi, je ne suis pas scientifique, hein, mais c'est mettre effectivement sur le même plan quelque chose qui relève des faits, donc de théorie scientifique, et de quelque chose qui relève de la croyance, de la foi personnelle, intime. Et on voudrait faire en sorte que ces deux choses soient sur le même niveau de respectabilité ou de crédibilité, ce qui n'est pas le cas du tout. Voilà. Oui, exactement. Il n'y a aucune comparaison possible à faire entre ces deux formes, ces deux types d'expression, un savoir d'un côté et puis un récit ou une histoire de l'autre. Mais je pense que derrière la question, il y a deux autres questions. D'abord, tu as souligné, c'est l'Académie royale des sciences de Nouvelle-Zélande qui dit ça. Donc c'est l'institution scientifique par excellence du pays qui remet en question cette différence. Et pour moi, ce qu'il y a derrière, c'est surtout comment on enseigne. Il faut évidemment pas enseigner le créationnisme. C'est une lubie. Mais la question est plutôt à l'inverse, comment on enseigne le darwinisme. Et c'est quoi le darwinisme d'ailleurs? Parce que le darwinisme a une histoire, le darwinisme d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 20 ans. À l'intérieur du darwinisme, il y a des tensions actuellement. La théorie est traversée aussi par des questionnements avec l'émergence de nouvelles hypothèses, de théories annexes, connexes, etc. Et donc la question, c'est comment on enseigne les sciences. Qu'est-ce qu'on dit des sciences? Et si on reste dans une opposition science versus créationnisme, on n'apprendra pas à raconter le darwinisme. Donc la question, c'est plutôt comment on parle de l'évolution, comment on parle des théories autour de l'évolution et qu'est-ce qu'elles nous disent, sur quoi elles sont basées, etc. Donc je pense que c'est peut-être ça qu'il y avait derrière la remarque de l'Académie royale de Nouvelle-Zélande. Peut-être que le problème aussi vient de ce que, de nos jours, la science, dans sa variété, est de plus en plus, voire constamment confrontée à l'opinion publique, qui est plus ou moins informée, qui est mal informée également. Et donc, est-ce qu'il est possible, en dehors de la nécessité des travaux objectifs, de devoir constituer une image de la science ou du scientifique? Comment vous êtes dans votre rapport au public, à l'explication, à la conviction de ce que vous faites? Il faut être modeste. Je pense qu'il faut être humble. C'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'à l'intérieur de notre communauté, on a une éthique, un ethos de Merton, qui s'appelle le kudos. Et dans cette éthique-là, on est censé être dans une forme de scepticisme organisé. On doit douter, c'est le doute qui nous est chevillé à notre corps. On ne croit jamais les savoirs que l'on produit parce qu'ils seront amenés à être remis en question, invalidés, et c'est comme ça que ça avance. Et à l'inverse, quand on sort de notre communauté, on a peut-être tendance à avoir une posture un peu plus verticale en disant, ben voilà, c'est ça c'est un fait. Et on ne questionne pas les faits. Et donc il y a à mon avis une dissonance cognitive chez le chercheur, peut-être schizophrénique, entre la façon dont il se comporte à l'intérieur de sa communauté, qui est extrêmement humble et modeste normalement par rapport au savoir en tout cas, et puis la façon dont il va peut-être diffuser les savoirs à l'extérieur. Et je crois que dans cette deuxième partie, il faut arriver à aussi avec une forme de réflexivité, aussi se mettre en scène, c'est-à-dire voilà, je suis qu'un pauvre scientifique qui essaie d'avancer avec beaucoup de difficultés, beaucoup de maladresse, beaucoup de questionnements, et à répondre à un certain nombre de questions du mieux que je peux. Mais je ne détiens pas une vérité. Il y a par exemple, à travers votre personnage de Tesla, qui déjà en son temps, c'est le sorcier au pigeon, sur le tas, oui. Sur le tas, bien sûr, quand il était pauvre, mais oui. Il y a cette idée bien ancrée depuis longtemps que, bon, déjà l'expression savant fou existe dans la culture populaire. Il y a cette idée que le savant sait et qu'il en est dangereux et qu'il fera un mauvais usage de la science. C'est bien implanté dans la culture populaire. Peut-être pas lui, mais qu'on pourrait tirer un mauvais usage, Voilà. des inventions
découle de ses recherches, ouais, ça c'est possible. Et souvent aussi, le savant, que ce soit Dr Jekyll ou Dr No chez James Bond, ou l'homme invisible, ça s'accompagne d'une amoralité. Est-ce que vous pensez que ça peut rejaillir sur le discours actuel sur la vraie science? Non, alors nous, en fait, notre série, c'est une fable symboliste, justement. On a choisi deux figures de l'histoire de la science pour incarner une dualité qui est tout le temps en conflit, qui est celle de la science qui devrait, enfin pour moi c'est ce que ça devrait être, qui devrait être quelque chose qui bénéficie à l'humanité tout entière, qui est au service du bien commun. Voilà. Et une autre partie, donc l'autre personnage dans notre série qui est Edison, qui lui symbolise vraiment les valeurs de la science qui est détournée pour servir des intérêts privés. Et je pense que la science, elle fait peur quand elle s'inscrit dans ce cadre-là, non plus pour servir le bien commun de l'humanité, mais pour se mettre au service d'intérêts privés qui peuvent être soit des intérêts financiers, soit des intérêts guerriers. Voilà, et je pense que c'est cette peur qu'on a de voir détourner ce qui devrait nous élever un petit peu, en tout cas nous faciliter la vie, vers quelque chose qui pourrait causer notre perte. Voilà. Je pense que cette peur est ancrée. Et alors dans notre histoire, effectivement, cette dualité perdure au-delà même de la mort des personnages, c'est-à-dire qu'il y aura toujours le conflit entre ces deux visions, ces deux objectifs de la science, au-delà même de la mort de ceux qui portent ces idées-là. Ce combat sera toujours présent. Et moi, je me garderais bien de dire si un jour la lutte sera réglée, ou si l'une des deux visions va finir par s'imposer, ou si l'une des deux va finir par causer la perte de l'humanité, j'en sais rien du tout, on ne fait que poser la question. Et voilà. Oui, juste en ce qui concerne le savant fou, il y a quelque chose dans nos communautés qui s'appelle, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais qui s'appelle la vérification par les pairs. Et donc pour qu'une théorie folle émerge de notre communauté, je pense qu'il faudrait que la communauté entière vire débile ou folle d'un coup. Donc il y a une espèce d'assurance ou de réassurance que on va collectivement vérifier les résultats qui en sortent, ou du moins nous, ce qu'on préconise comme fait scientifique, comme utilisation du... Alors après, oui, et là il faudrait quand même, je pense qu'il faudrait un dérapage sévère. Quant à Tesla, il n'était pas fou, moi je pense, bon il n'a pas été diagnostiqué à son époque, mais il a plein dans sa personnalité, il y a plein de particularités qui peuvent faire penser à une forme d'autisme type Asperger, ce genre de choses. Bon, après, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour poser un diagnostic, mais je pense qu'il était plutôt... Voilà, il devait avoir un comportement étrange qui lui a valu cette étiquette de savant fou. Mais ça vient surtout d'une campagne de dénigrement d'Edison au moment où ils étaient rivaux, où vraiment, là, Edison s'est lancé dans une campagne pour ruiner vraiment la réputation de Tesla, et qui a marché. Hein. Voilà, c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que dès qu'on a voulu faire une figure de savant fou dans le pulp, dans la culture populaire américaine, c'est la figure de Nikola Tesla qui servait de référence à ça. Mais je pense que à l'époque de sa gloire, Tesla était tout sauf fou. Après, sur la fin de sa vie, il avait tendance à virer à quelque chose d'assez spécial, c'est vrai. Mais même à des théories assez farfelues. Mais en tout cas, voilà, de la figure de Tesla. Oui, au sujet du savant fou, en fait, la science avance rarement, enfin jamais, à ma connaissance, par l'intervention d'un individu seul qui découvre la vérité ultime. La science avance par une espèce de consensus mou qui se crée autour d'un certain nombre de spécialistes d'un domaine qui à un moment disent « Ok, effectivement, ça doit fonctionner comme ça ». Et parfois on se rend compte que c'est pas vrai 20 ans plus tard, qu'en fait ça fonctionnait pas comme ça et que ce consensus était faux. On s'en rend compte assez régulièrement, en biologie dans mon domaine très régulièrement et certainement dans d'autres domaines également. Donc l'idée, l'image de ce gars-là tout seul qui a la lumière et qui dit c'est ça, non en fait non, même enfin à l'époque le grand-père de la physique, Albert Einstein, tous ses collègues ont confirmé, ont discuté avec lui, il y avait des séminaires, des congrès internationaux de physiciens, à l'époque ils étaient très peu nombreux, ils tenaient tous sur une seule photographie, il n'y avait pas grand monde, mais ils discutaient de ça entre eux et ils avançaient. Donc c'est une espèce de consensus qui se fait entre les acteurs d'un domaine, d'une spécialité à un moment donné dans l'histoire des sciences et on avance comme ça. Donc cette idée du savant fou, effectivement, elle est intéressante dans les romans, dans la bande dessinée, etc. Mais en fait, dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est vrai, oui, bien sûr, et heureusement, mais
il y a quand même des exemples, hélas, historiques où la politique va imposer à une partie de la communauté scientifique une fausse science, hein, que ce soit clair. Je pense par exemple à Lysenko qui a fait beaucoup de mal. Et donc, justement, quels sont les rapports entre la science en tant qu'élan de différentes activités de connaissance et le reste de la société, la politique par exemple? Est-ce que ça peut, ou les financements, est-ce que ça peut pas influer sur l'esprit scientifique, Jérôme? Moi, je voulais revenir sur, et faire le lien avec ce que vient de dire Guilhem, et ce qui est en fait l'intitulé de cette petite conversation, qui est que la science serait au service de l'intérêt général et qu'il pourrait y avoir des détournements de science, des mauvais usages de la science qui du coup seraient relativement néfastes pour la société. Si on regarde un peu l'histoire des sciences, la science n'a jamais été au service de l'humanité. Quand Descartes, Newton réfléchissaient à la physique, etc., ils ne pensaient pas au bien-être de l'humanité. La révolution scientifique ne s'est pas faite pour le bien-être de l'humanité, etc., etc. Donc il y a un imaginaire autour du rôle politique, c'est-à-dire du rôle social de la science qui est relativement déconnecté de la réalité de l'histoire des sciences et de nos pratiques. Moi, quand je fais une expérience, c'est pas pour le bien de l'humanité, par exemple. Donc là, il y a... Yvon, c'est... Oui, j'interromps, mais enfin, il y a une... Oui, alors, je ne suis pas complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, bien que je comprends pourquoi vous avez dit ça. Le scientifique, c'est un curieux, c'est sa principale caractéristique. Donc il pose des questions parce qu'il veut comprendre comment le monde fonctionne. D'accord ? C'est sa principale caractéristique, il est curieux. Si cette curiosité l'amène à étendre l'étendue du champ des connaissances humaines, c'est sa fonction première dans la société. Mais maintenant, si ces découvertes l'amènent à guérir des gens, par exemple, ou à découvrir des nouvelles molécules qui vont avoir un intérêt dans la vie de tous les jours, il en est très content. Et même si ce n'était pas sa fonction et son but premier, il est très satisfait de ça. Et si ça peut servir au bien de l'humanité, c'est tant mieux. Donc voilà, je pense qu'il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect je suis curieux donc je cherche, mais si ce que je trouve sert à faire les bien-être de l'humanité, j'en suis encore plus heureux. Après, je pourrais aussi ajouter le modèle du CERN, qui est quelque chose d'assez particulier en physique des particules. Le CERN a été construit sur les ruines de l'Europe après-guerre pour justement essayer d'affranchir la recherche fondamentale de la politique, alors pas du social, mais de la politique. Après, et tout le modèle du CERN, de la collaboration qui s'affranchit justement des guerres ou des conflits entre les différentes nationalités, etc., ça marche remarquablement bien au CERN. Il situe où le CERN? À Genève, pays neutre, s'il en est, sur la frontière franco-suisse. Maintenant, là, je fais de l'angélisme exprès pour enquiquiner Jérôme, mais on est bien d'accord qu'après, le CERN, il est financé par les États européens, donc on est bien d'accord que quelque part, les États, ils ont aussi leur mot à dire. Si tout d'un coup, le CERN disait, tiens, moi, je vais fabriquer le trou noir de la mort et bouffer le système solaire, je pense que les financements s'arrêteraient net. Je rigole, là, on ne peut pas le faire, le trou noir au CERN, on ne peut pas. Donc l'idée qui vient d'être décrite de travaux pour le bien de l'humanité, c'est quand même l'idée sous-jacente qu'il y a à la construction de ce laboratoire international. Après, on est bien d'accord qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais néanmoins, c'est le but et c'est le chemin qu'on essaie de suivre dans ce laboratoire. Jean, je vous ai interrompu, je voulais... Non, mais c'est super parce que ça rebondit parfaitement. D'ailleurs, il y a un très joli livre de Sylvain Laurence qui s'appelle Militer pour la science, qui explique comment, dans l'entre-deux-guerres, beaucoup de scientifiques se sont engagés pour le bien de l'humanité, les Joliot, les Perrin, etc. Et donc, il y a cet imaginaire de mettre effectivement ces connaissances au service de l'humanité. Mais historiquement, et tu le rappelles, le CERN, c'est une construction intergouvernementale, d'une certaine manière. La première association réelle qu'il y a, du scientifique avec la société, c'est avec les puissances publiques, avec les pouvoirs publics, avec les puissances privées, même pour Tesla et Edison. Donc là, on se met au départ au service d'acteurs particuliers dans le champ politique, pas de l'humanité en général, ça n'existe pas de toute manière. Demander à quelqu'un en Birmanie ou
Tasmanie, s'il pense que la science travaille pour lui, il n'aura pas la même réponse que nous. Donc il y a ça à bien avoir. Et nous, on est coincés dans ce double discours. C'est-à-dire que d'un côté, on a le mythe de la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire qu'on est très curieux. C'est comme ça que je me suis aussi présenté. Et que tant mieux si de cette curiosité naît des choses positives et bénéfiques à l'humanité. Mais c'est un pari. Il n'y a rien qui le justifie. Alors nous, on a un régime de la promesse en disant financez-nous, vous verrez, on va sauver le monde. Mais c'est basé sur pas grand-chose en fait. Hein. C'est souvent d'ailleurs les découvertes qui ont eu un impact positif sur l'humanité ont souvent été faites par hasard ou accidentellement, etc. Donc ça ne part pas d'une intention. Ça c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est qu'il y a aussi une ambiguïté sur qui on sert. Est-ce que c'est l'humanité ou est-ce que c'est une certaine vision du progrès, un progrès qui a marqué beaucoup en fait, enfin une vision qui a été vachement fondée au 19e et au début du 20e siècle, un progrès industriel, technologique, on peut développer un capitaliste, fossile, etc. Et aujourd'hui, on est coincé, nous, en tant que scientifiques, parce que si au 19e siècle, il n'y avait pas un papier à cigarette à mettre entre l'idée de progrès humain et l'idée de progrès industriel, aujourd'hui, on est coincé parce que c'est aux antipodes. On a vraiment l'impression qu'on sert deux maîtres à la fois, d'une certaine manière. Et c'est cette tension-là, d'une certaine manière, qui nous oblige à penser la relation aux politiques, alors que jusqu'à présent, on l'avait mis un peu sous boisseau. Non, moi je parlais de ça parce que justement, Tesla, lui, était un des savants où, alors c'est légèrement romancé parce que Tesla est un personnage bien plus trouble que ça, mais qui disait que pour lui, le but de ses recherches était vraiment d'offrir à l'humanité une source d'énergie libre, gratuite, renouvelable, et que cette déclaration-là rentrait complètement en conflit avec les intérêts financiers de son époque. Pour eux, les avancées scientifiques ou technologiques ne devaient être qu'un moyen comme un autre de faire de nouveaux marchés, de nouveaux profits. Et donc cette vision de Tesla ne les intéressait plus du tout, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette sorte de conflit entre Tesla et le monde qui finançait les sciences de son temps. Quoi. Voilà. Et c'est ça qui nous a touchés, et on a voulu aussi parler un petit peu de ça dans notre petite fable symboliste. Voilà. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Enfin, en partie d'accord avec ce que vous venez de dire sur la réalité des choses, le fait qu'effectivement, sûrement qu'un scientifique n'a peut-être pas au départ cette volonté de servir l'humanité, en tout cas, que c'est pas son moteur premier. Justement, ces discours multiples sur la science ou qui viennent de la science font qu'il me semble qu'actuellement il y a une sorte de flou autour de la notion de science, et on a à la fois cette volonté d'en faire un promo, par exemple pour les shampoings, c'est scientifique qui l'ont prouvé. C'est souvent, le terme est utilisé en dehors d'un contexte vraiment scientifique, et à l'inverse, de plus en plus, on va opposer à la parole scientifique le fait qu'elle est, par exemple, dans une discussion sur les réseaux sociaux, ah non, mais lui, il est biologiste, il va pas nous laisser parler. Pour lui, la science serait dogmatique. Alors, comment est-il possible de mettre en place un discours authentiquement scientifique, mais qui soit recevable par le public? D'ailleurs, dans chacun de vos domaines, pour le coup. C'est très compliqué. Nous, à l'Institut Pasteur, on a été confrontés à ce problème lors de la pandémie Covid-19 et à toutes les absurdités qui fleurissaient sur les réseaux sociaux, et toutes celles concernant les vaccins et le virus. C'est extrêmement compliqué. Il faut expliquer, il faut essayer de... Ça dépend à quel public on s'adresse. Si on s'adresse à un public qui a un petit vernis scientifique, je dirais, des petites connaissances scientifiques, on peut aller assez profondément dans les choses, expliquer les choses assez en détail. Et ces gens-là sont assez réceptifs. Quand on s'adresse à des gens qui n'ont absolument aucune culture scientifique, c'est très difficile. Et moi, je peux donner une expérience personnelle, la chose la plus frappante qui me soit arrivée, c'est sur la page Facebook d'une amie, où je venais d'expliquer que j'avais reçu mon rappel de vaccin et que j'étais soulagé d'être mieux protégé que ceux qui ne l'avaient pas. Il y a une de ses amies qui a écrit « Bon courage à vous, monsieur, le vaccin fait sortir l'âme du corps à 90 degrés. » Et texto, je n'invente rien. Et je n'ai pas su quoi répondre. Je me suis même demandé s'il fallait que je réponde quelque chose à ça, et j'ai décidé de ne pas répondre parce que
Je voyais bien qu'il y avait un tel fossé, un gigantesque fossé entre elle et moi, que je ne voyais pas comment je pouvais franchir ce fossé sur une page Facebook. Donc j'ai lâché l'affaire. Donc voilà, et donc effectivement, essayer de répondre à ce genre de questionnement, c'est très compliqué pour nous scientifiques, parce que ça prendrait beaucoup de temps en fait. Et, voilà. Et puis les réseaux sociaux, ça va très vite, on passe à autre chose, et puis voilà. Est-ce qu'on attend vraiment des réponses Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans la polémique et la volonté de faire valoir un autre discours? Oui, bien sûr, il y a un peu de ça, entre autres sur Twitter, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de gens qui trollent, tout le monde le sait. Ça vaut pas forcément la peine de rentrer dans leur jeu, je pense, la plupart du temps. Et après, il y a des gens qui sont vraiment à l'écoute, qui sont vraiment en demande de réponses. Et donc ceux-là, il faut vraiment aller vers eux, je pense, et en fonction de leur connaissance du domaine, essayer de se mettre le plus possible à leur portée pour expliquer les choses. Mais c'est très compliqué. Je pense que je peux dire exactement la même chose. C'est très compliqué. En fait, il y a une tension dans ce qu'on attend de la science. On attend de la science qu'elle soit exacte, qu'on donne des réponses qu'on n'est pas capable de donner parce que, par définition, la science est réfutable. Il y a un certain degré d'incertitude. On fait des mesures. Moi, je dirais jamais un truc vaut deux plus ou moins quelque chose qui tient à tout le mode opératoire que j'ai mis en place pour mesurer quelque chose. Et donc, une fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant mais comment voulez-vous que je vous écoute? Vous n'êtes jamais sûr de rien, vous venez de me dire que ça c'était bon à 95% de niveau de confiance. Ah oui, mais moi je suis déjà vachement fière d'avoir atteint 95% de niveau de confiance. Et du coup, je pense pour reparler on a ça tient un peu de la schizophrénie, c'est-à-dire on attend de nous à la fois qu'on assène des vérités qu'on ne fera pas parce qu'on est en recherche continuelle. Et en même temps qu'on se comporte comme des scientifiques et donc qu'on soit en recherche perpétuelle. Donc il y a cette espèce aussi de double attente vis-à-vis de notre discours. Donc c'est très compliqué. Oui. Le premier point, c'est que la science, ça n'existe pas. Il y a des sciences, il y a, tu l'as dit, des élans vers plus de connaissances, etc. Et que donc ce qui vaut peut-être pour une science donnée ne vaudra pas pour l'autre. On est à différents niveaux de stabilisation des savoirs, de tensions internes, etc. Et donc on ne peut pas généraliser, je dirais. Ça c'est déjà important pour quelqu'un qui est à l'extérieur de la communauté de se rendre compte que ce n'est pas un bloc monolithique qui fonctionne d'une seule façon et qui aurait une vérité à donner. La deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement depuis quelques années un gros problème de désintermédiation du discours scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde est devenu expert de tout, qu'il n'y a plus vraiment d'institutions ou d'organismes références. Les gros organismes de recherche ont délaissé ce qu'on appelle le CSTI, enfin l'information scientifique, et idem pour les grands journaux scientifiques, hein, ils ont tous été démembrés d'une certaine manière. Donc il y a de plus en plus, en même temps, une chute d'une certaine manière de structure de référence, et puis l'émergence de ces réseaux sociaux et de ces blogs, de ces chaînes YouTube, etc., où tout le monde s'improvise expert parce qu'il a lu un article. Et donc là, ça pose un problème de rapport au savoir, qui n'est pas simplement lié, je pense, à une question de vernis, de culture scientifique, mais qui est lié à une explosion finalement d'un champ globalement. Et par rapport à ça, la réponse qu'on peut apporter, c'est vraiment mettre en situation, je veux dire, c'est pas simplement donner à voir un fait, un résultat, une expérience, une théorie, c'est essayer de l'accompagner de son contexte, de la mettre en situation, d'expliquer comment on en arrive à avoir ce discours-là. La confiance, elle se gagne comme ça, pas en décrétant que c'est comme ça et circuler, en expliquant pourquoi on arrive à exprimer ça aujourd'hui dans un média ou dans un journal, etc. D'où ça vient, d'une certaine manière. Et donc c'est toute cette machinerie de production de savoir qu'il faut arriver à expliciter de façon à ce qu'il n'y ait pas de fantasme dans un sens ou dans l'autre qui entraînerait une forme de bruit autour du message scientifique lui-même. Kylian, justement, donc, même question en fait, mais vous, il y a un médium particulier qui est la grande bande dessinée, la bande dessinée classique, parce que déjà des Space Mountain, vous aviez Space Mountain, vous avez dit
l'idée d'une science à la Star Trek, optimiste, etc., drôle, avec un Surtout degré. drôle, oui. Voilà. Et les trois fantômes de Tesla, c'est un peu plus complexe et sombre, mais dans les deux cas, vous communiquez sur ce sens-là, science et ingénierie pour les premiers. Qu'est-ce que vous attendez du public? En quoi, par exemple, la figure de Tesla peut apporter à une autre compréhension de l'univers scientifique? Alors, non, nous, ce qu'on a aussi voulu faire à travers cette série, c'est questionner le lecteur, enfin, proposer un autre point de vue au lecteur que celui de l'histoire de la science qu'il pense connaître. Par exemple, dans l'histoire officielle de la science, la grande figure emblématique, le génie absolu, c'est Thomas Edison. Tesla, lui, comme vous l'avez dit au début, est relégué au rôle de savant fou. Nous, on a juste voulu un petit peu décaler le point de vue, se dire si les choses étaient un petit peu plus complexes que ça, et si Edison n'était pas si génial que ça, il n'était pas génial, enfin, Edison était sûrement un homme d'affaires génial, mais en tant que scientifique, il n'était pas génial du tout. Je pense qu'à titre personnel, il n'a peut-être rien découvert du tout. C'est juste quelqu'un qui savait s'entourer des bonnes personnes. Et alors aux États-Unis, voilà, le droit intellectuel appartient à la personne qui a financé la chose. Donc, il faisait travailler des ingénieurs, des scientifiques sur des choses, et il brevetait à son nom les inventions qui ressortaient de ses recherches. Et Tesla, lui, était un vrai chercheur et quelqu'un qui a fait des vraies découvertes. Le grand alternatif, c'est quand même pas rien, sur lequel il a gagné $0. Hein. C'est vraiment un brevet qu'il a laissé en open source, comme on dirait aujourd'hui, pour que des investisseurs s'y intéressent suite à la faillite de Westinghouse. Il n'a jamais tiré profit de ça, alors que ça aurait pu le rendre millionnaire. Voilà. Donc, nous, c'est juste, on propose juste un petit pas de côté pour que les gens, parce qu'on trouve que Tesla, maintenant ça va un petit peu mieux, mais à l'époque où on a commencé la série, c'était quelqu'un de complètement ignoré. Enfin, il était tombé dans un oubli assez déprimant, même, pour quelqu'un à qui on doit quand même beaucoup de recherches qui ont des effets, ne serait-ce que le radar, en robotique, il y a beaucoup de choses qui découlent. Nous, on connaît des chercheurs au CNRS qui nous disent qui font des recherches en électromagnétisme et qui nous disent que pour leur recherche aille plus loin encore actuellement, ils sont obligés d'aller chercher des brevets Tesla qui ont plus de 100 ans. C'est dire à quel point ce personnage était quand même, en son temps, un précurseur et visionnaire, quoi. Et voilà, c'est juste ça. C'est juste remettre un petit coup de projecteur sur un personnage comme ça, et donner l'envie aux gens de s'intéresser un peu plus à ce qu'il a fait dans sa vie, quelle était sa démarche, et remettre un petit peu l'église au centre du village. Et surtout, ça nous a fait plaisir d'égratigner un petit peu la figure d'Edison, qui était quand même un personnage antipathique au possible. Et qui, enfin bon, voilà, j'en dirai pas plus. Mais voilà, il n'y a qu'à lire notre série pour en savoir un petit peu plus sur cette figure. Mais du coup, Edison, je ne pense pas qu'il laissait son nom à l'unité du système international, alors que Tesla, oui, mais c'est son bon. Un électromagnétisme de Tesla. Alors, à travers Tesla et Edison, effectivement, vous posez la relation complexe entre la science, ce qu'elle veut dire effectivement dans sa variété, et d'autres intérêts économiques et politiques. Est-ce que, par exemple, vous êtes tenu par des intérêts qui ne seraient pas scientifiques à des obligations de résultat, alors que la science est, comme vous l'avez très bien dit, mouvante, qui je pense par exemple à vous pour des raisons tout simplement de santé? Non, on n'est jamais tenu à une obligation de résultat, enfin dans mon domaine en tout cas. Je ne pense pas que les autres domaines de la science soient tenus à des obligations de résultat. On est obligé de conduire les travaux de recherche qu'on a proposé de conduire quand on fait des demandes de financement, par exemple. Et on va travailler sur ça, effectivement, on est tenu de travailler là-dessus. Ça, c'est quand même la moindre des choses. Et après, parfois, ces recherches n'aboutissent pas. Et parfois, elles aboutissent à une publication scientifique, voire à plusieurs, voire à un brevet, voire à une découverte majeure. Mais non, on n'est jamais tenu à... On est tenu de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, oui, parce que ça, c'est la moindre des choses. C'est tout.
La relation elle est plus compliquée parce qu'elle passe, comme tu l'as dit, par les financements de la recherche. Et il y a une évolution depuis une trentaine d'années de la façon dont la recherche est financée. À la fin des années 80, on a eu un traité de Lisbonne, on a eu le dogme de l'économie de la connaissance et donc un désengagement progressif de la puissance publique dans le financement de la recherche. Des engagements qui devaient être compensés par les financements privés davantage. Et donc on a un déséquilibre, en particulier dans certains champs scientifiques, entre le financement public et le financement privé. De la même façon, le financement public a lui aussi changé depuis une quinzaine d'années, alors qu'on avait des financements qui étaient plus, on appelle récurrents. Aujourd'hui, on a des financements sur projet, avec des projets qui peuvent être plus ou moins ciblés ou répondre plus ou moins à une demande sociale, sociétale, etc. On essaie, nous, de composer avec ça, c'est-à-dire de garder une certaine forme d'autonomie et d'indépendance par rapport à des paysage de financement qui devient de plus en plus compliqué et qui a tendance, lui, à grignoter un petit peu de cette autonomie et de cette indépendance. Et donc voilà, il y a une évolution, et donc si le rapport est trouble, ça n'est pas nécessairement dans la production elle-même de recherche, mais plus en amont, c'est-à-dire quel savoir on a besoin aujourd'hui, qui décide d'une certaine manière sur quoi on doit chercher, où mettre l'argent, quels sont les savoirs importants pour le monde de demain, etc. Et dans ce champ-là, il y a toujours un déséquilibre entre des savoirs qui pourraient servir par exemple à la transition écologique ou climatique, et puis des financements de recherche qui vont aller beaucoup plus sur des énergies fossiles, sur l'aéronautique, sur du militaire, etc. Donc d'une certaine manière, ça n'est pas directement à la paillasse que cette influence se dévoile, c'est beaucoup plus derrière les rideaux, dans le contrôle finalement des budgets de recherche, du financement de la recherche, etc. Et on est plutôt dans une évolution où on va vers toujours plus d'argent finalement sur des recherches qui ne sont pas nécessairement au service de l'humanité, comme on avait dit au départ, et avec des façons de faire de la recherche qui brident toujours un peu plus l'autonomie et la liberté des chercheurs. Dans ce cas, est-ce qu'il n'est pas nécessaire en retour pour le scientifique de sortir de son domaine proprement scientifique et d'avoir un discours politique, un engagement? Est-ce que de plus en plus, il n'est pas nécessaire de doubler son travail proprement scientifique d'une action publique? Je pense par exemple à Edison pour le même, c'est pas pour le bon, mais Edison avait électrocuté un éléphant au parc de Coney Island. Il avait compris, bon, la finalité n'était pas jolie, mais il avait compris la nécessité de ne pas se cantonner dans la sphère scientifique, mais d'avoir un rôle public. Oui, alors l'électrocution d'éléphants, ça rentre en pleine période qu'on appelle de la guerre des courants, où effectivement, quand il s'est agi d'alimenter les grandes villes américaines en électricité, on a fait un appel d'offres pour faire une centrale électrique aux chutes du Niagara, et en gros, c'était la centrale qui servirait de maître étalon au modèle américain tout entier. Et donc il y avait deux projets, donc un, Edison et son financier JP Morgan pour faire une centrale courant continu, et il y avait le projet de Tesla et de son financier Westinghouse pour faire une centrale courant alternatif. Alors le courant continu d'Edison, ça aurait demandé de couvrir, en exagérant, de tapisser les États-Unis de centrales électriques sur lesquelles il aurait fait un profit. La contrepartie, c'est que l'électricité aurait été un bien de luxe, alors qu'avec le courant alternatif de Tesla, une centrale pouvait alimenter en énergie sur un rayon beaucoup plus élevé, ce qui permettait à l'électricité de devenir beaucoup plus bon marché. Et donc Edison s'est lancé dans une campagne de dénigrement du courant alternatif dans tous les États-Unis, où il électrocutait des animaux en place publique jusqu'à électrocuter un éléphant. Alors il faut savoir que ces engins dont il servait pour électrocuter marchaient au courant continu. Voilà. L'escroc jusqu'au bout. et donc, oui, quelle était la question? Oui, donc j'ai allé jusqu'à... Ah oui, alors pour la petite histoire, c'est en voyant ces électrocutions animales en place publique
que le gouvernement américain a trouvé que c'était vachement bien pour exécuter les condamnés à mort. Ça avait l'air de bien marcher. Et c'est suite à ça qu'Edison a mis au point la chaise électrique pour exécuter les condamnés à mort en Amérique. Voilà. Pour le bien de l'humanité. Et les premiers essais étaient absolument horribles. Il y a des témoignages. Mais parce qu'ils n'avaient pas encore eu l'idée de mettre une conjointe au-dessus du crâne. C'était horrible. Bon, bref. Oui, pour revenir sur le chercheur doit-il faire de la politique En tout cas, doit-il s'impliquer dans la politique de son pays d'une certaine façon? Bon, la politique c'est un métier en soi, le chercheur c'est un métier en soi, on a difficilement deux vies. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'utiliser les relais qui sont à notre disposition. À l'Assemblée nationale, il y a eu à une époque, je ne sais pas s'il est toujours réélu, mais un certain Cédric Villani, grand mathématicien français, il n'a pas été réélu, mais enfin il a siégé pendant 5 ans. Il y a un certain nombre de médecins également qui sont des élus de l'Assemblée. On a l'Académie des sciences à laquelle les gouvernements demandent régulièrement des rapports. Il y a eu un rapport rendu il y a une dizaine d'années, en 2008, si mes souvenirs sont bons, sur justement la biosécurité et les problèmes de biosécurité, tout ce que ça implique. Alors après, on demande un rapport à l'Académie des sciences qui rend son rapport, les gouvernements en tiennent compte ou pas. Évidemment, c'est à titre consultatif. Mais donc, il y a un certain nombre comme ça d'instances en France, le Conseil national consultatif de la biosécurité, le CNCB, qui rend également son avis, qui donne son avis. Donc on a des relais pour faire passer des messages. Et ces instances sont tenues par des scientifiques de très haut niveau et de très bonne réputation qui travaillent très sérieusement. Voilà, on utilise ces relais pour faire passer des messages au monde politique. Mais on ne peut pas, nous, en tant que chercheurs, chargés de recherche, directeurs de recherche, chef de labo, chef de département, s'impliquer plus que ça dans la politique, parce que juste ça prend énormément de temps. Alors on essaie de faire venir à des festivals comme ici, ou aller parler dans des écoles, ou dans certains endroits on peut faire passer des messages, mais ça prend beaucoup de temps. On utilise justement ces relais pour faire passer des messages aux politiques. Oui, c'est une question d'ordre éthique et moral que tu poses. Faut-il ou ne faut-il pas? Et donc c'est à chacun d'entre nous, individuellement, chaque scientifique, de voir comment il vit sa double casquette en même temps de scientifique et d'être humain, je dirais, ou de citoyen. Comment il allie effectivement ces deux dimensions. Il y a un très beau livre d'Ursula Le Guin, Les Dépossédés, dont la figure, qui est une figure tutélaire pour moi, Chévec, qui justement se pose cette question-là et trouve une réponse, et la réponse qu'il trouve d'ailleurs lui permettra d'inventer le voyage dans l'espace, le temps, la résonance, etc. Donc pour montrer que c'est couplé d'une certaine manière. Donc c'est une question morale, chacun y répond de sa façon. Nous on y a répondu évidemment, enfin moi j'ai répondu, et on a écrit une petite tribune d'ailleurs dans Le Monde qui explique que dans le cas de la crise climatique, la désobéissance civile et l'engagement plus général des scientifiques est non seulement presque une obligation morale, mais en fait c'est la seule façon qu'ils aient un impact. Et ça a été étudié pour le coup scientifiquement, que si vous voulez que des scientifiques aient un impact dans l'espace public, il faut qu'ils se mobilisent. C'est pas nécessairement en écrivant des rapports que les choses bougent en fait. Voilà. Ça peut aider. Ouais, mais dans le cas du GIEC par exemple, ça n'a pas fait grand-chose. Donc il y a ce point-là, voilà. On peut le voir d'une façon morale et on peut aussi le voir d'une façon technique. Est-ce qu'il faut ou non, quel est l'impact de ce qu'on fait sur la société si on veut être au service de l'intérêt général, de l'humanité? Il y a un moment peut-être qu'il faut sortir du laboratoire. Pour moi, la deuxième façon de participer à ça, c'est aussi l'enseignement. C'est impératif que la science retrouve sa place, quelle que soit la science, mais au moins l'esprit scientifique ou la méthode scientifique. Et ça permettra de contextualiser, comme tu le disais tout à l'heure Jérôme, ça permettra de dialoguer plus facilement, parce qu'on n'est pas toujours à même de se mettre à la portée des gens qu'on a en face de nous, parce qu'on jargonne ou je sais pas quoi, on n'est pas assez bon. Et renforcer ce dialogue-là et l'éducation, pour moi, est aussi la deuxième patte de ce genre d'action. Oui, juste une petite remarque sur ce qui vient d'être dit. Depuis 2003, il y a eu un nombre de manifestations pour défendre la recherche dont j'ai perdu moi-même le compte.
j'ai dû descendre 10 fois, 12 fois dans la rue à Paris pour manifester contre les décisions qui étaient prises par les différents gouvernements qui se succèdent depuis bientôt 20 ans, et pour un effet absolument nul. Et donc, du coup, on a arrêté de faire des manifs parce que ça servait à rien en fait. Donc on utilise d'autres moyens pour essayer d'influencer les choses. Oui, mais là, on essayait de sauver notre peau. C'est pas exactement la même chose. C'était sauver la recherche, mais pourquoi moi, j'ai été en 2005, j'ai occupé le conseil d'administration du CNRS. J'étais pas à la place de Bréchignac, mais dans la salle du conseil d'administration, au moment où climax de Sauvons la recherche. Et effectivement, pour des raisons d'ailleurs qui n'étaient pas les raisons de mobilisation des chercheurs, parce que ça a eu un coût politique derrière assez important pour le pouvoir en place, mais la mobilisation a fait long feu, effectivement. Je dis pas que aller dans la rue, ça change des choses, hein, ça change pas grand-chose non plus, et je ne porte pas de jugement sur les différentes formes de mobilisation. Je pense qu'elles sont toutes bienvenues et que chacun a la façon, comme c'est une question morale, hein, a sa propre sensibilité, sa propre façon de se représenter son rôle politique, individuel, et que toutes sont nécessaires et toutes sont complémentaires, ça c'est clair. Mais il faut poser la question, effectivement. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est une question morale, c'est une question technique, mais c'est surtout ce qui se passe. Si vous regardez l'évolution en 20 ans, vous verrez que les jeunes scientifiques aujourd'hui, en particulier les jeunes femmes, ne se satisfont pas en fait de cet imaginaire de tour d'ivoire ou de sciences au service de l'humanité, que ces jeunes veulent s'engager politiquement. Et donc là, il y a une espèce d'effervescence dans la communauté scientifique, avec de plus en plus d'initiatives, de plus en plus de collectifs, de plus en plus d'actions, qu'il n'y avait pas il y a 3 ans. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'on se pose ou non la question, et qui répond visiblement à un besoin de ces jeunes scientifiques de trouver un sens à leur activité et potentiellement de répondre à la question qui était dans la conversation: comment on se met au service de l'humanité et de l'intérêt général. D'ailleurs, comme dit, des effets d'imagination qui ne sont pas ceux de l'imagination scientifique, une authentique imagination évidemment, et qui sont une imagination davantage créatrice ou artistique peut-être. Tu penses à la soupe sur les tours Oui. du sol ou, Oui. C'est effectivement comment aujourd'hui, la question n'est pas. Les gens sont conscients qu'il y a un réchauffement climatique sur ce sujet-là. On a eu un mois d'octobre qui était catastrophique. Ça reste toujours largement contesté quand même, je trouve. Oui, mais ça pas largement, tout dépend. Dépend l'échelle, mais voilà. je trouve qu'il y a encore beaucoup de climato-sceptiques. Et même dans les médias. Il y a beaucoup d'expressions de climato-sceptiques. C'est pas nécessaire. Il y a beaucoup d'enjeux aussi de lobbying, de choses comme ça qui vont essayer d'exacerber ces expressions-là. Mais dans la population générale, c'est devenu aujourd'hui un fait avéré. On n'a plus besoin de convaincre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc la question, ce n'est plus de convaincre, mais de contraindre le politique. Et dans cet ordre de choses-là, les outils qu'on a, nous scientifiques, sont très limités. On ne sait pas contraindre, on sait expliquer, on sait convaincre, mais on ne sait pas contraindre. Donc il faut faire appel à d'autres formes d'expression, d'autres imaginaires qui sont beaucoup plus clivants, beaucoup plus marquants. Et là, on rentre après dans des débats. Est-ce que c'est vraiment notre rôle, nous, de faire ça, d'aller se coller sur une gros SUV Volkswagen pendant une foire de l'automobile? Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un scientifique de faire ça? La question se pose. Il y en a qui le font, il y en a qui font autre chose, mais en tout cas, ça ouvre une forme de diversité d'action et de présence qui, de toute manière, est salutaire. Alors, hélas, je dois couper un peu court au débat. On fait signe qu'on est au moment des questions, donc il nous reste un petit peu 10 minutes pour les questions. Bonjour, je vous remercie pour tout ce que vous venez de dire. Je vais vous poser la question, est-ce que l'orgueil de la science, c'est pas de rester agrippé à votre honnêteté intellectuelle? Et est-ce que c'est pas de dire oui, on est sûr, et d'oublier de dire à plus ou moins 2,5%? Parce qu'après tout, vous parlez à des gens qui pensent que le vaccin va les rendre magnétiques et les connecter à la 5G.
Bah, c'est un agent de l'Umbrella Academy qui dit ça quand même. Hein. L'honnêteté intellectuelle, c'est la moindre des choses, et je pense que cette honnêteté, ça va jusqu'à expliciter et le contexte et les incertitudes sur ce qu'on annonce. Après, libre à la personne en face de continuer à croire qu'il va être infecté par combien on en était 5G, pardon, et à m'écouter ou ne pas l'écouter, et voilà. Et les gens sont libres. Bonjour. Dans le but de gagner un peu plus de pouvoir politique, est-ce que vous seriez en faveur d'un changement de régime et de passer plus sur un fonctionnement technocratique où le pouvoir politique se relie à la reconnaissance scientifique? Enfin, je ne pense pas qu'on ait plus de pouvoir politique, nous les chercheurs. C'est pas du tout ce qu'on demande. On demande, enfin, en ce qui me concerne et les collègues que je connais, on nous demande la seule chose qu'on demande, c'est de nous laisser chercher, nous laisser conduire nos recherches. On ne demande pas plus de pouvoir politique, on demande juste plus de liberté peut-être, mais pas plus de pouvoir politique. Enfin, du moins, je parle pour moi, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord là-dessus. Il n'y a jamais eu, les scientifiques n'ont jamais eu aucun pouvoir politique. Aucun. Ils ont fait de temps en temps des alliances, des pactes avec certains pouvoirs, mais ils n'ont jamais exercé de pouvoir eux-mêmes. Donc le concept de dictature scientifique ou de dictature sanitaire est un non-sens. On instrumentalise à la limite certaines portions de savoir ou certaines technologies ou certaines connaissances à des fins politiques, mais c'est jamais le scientifique qui fait ça. Et c'est souvent contre son gré d'ailleurs la plupart du temps. La question, c'est plutôt une question de réflexivité, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte, qu'il faut que le scientifique se rende compte qu'il est lui-même pris dans des enjeux politiques, dont il ne décide pas et dont il est souvent le jouet. Et c'est plutôt ça l'enjeu, plutôt que d'essayer d'asseoir un pouvoir qui non seulement serait cauchemardesque, mais surtout qui n'a aucun sens. Bonjour. C'est bon? Oui. Bonjour, vous avez parlé des personnes sur Internet qui ont des opinions éloignées de la science, mais on voit aujourd'hui beaucoup de politiciens aussi qui expriment des opinions très éloignées de la science. Et une question très gênante, comme on voit souvent sur l'orgue de la science, c'est est-ce qu'il faudrait que les votants aient un minimum de connaissances scientifiques, donc un minimum d'éducation pour pouvoir voter, et aussi les politiciens. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Ça reviendrait à introduire une dictature scientifique, puisqu'on demanderait un bagage scientifique aux gens qui prennent des décisions, et même pas à eux, aux gens qui votent. Donc on demanderait qu'ils soient scientifiques. Et donc là, pour le coup, tu aurais une dictature scientifique. La question du politicien, c'est plutôt une question d'éthique. Moi, j'attends des politiciens qu'ils aient une éthique. Pas qu'ils aient nécessairement une connaissance complète sur le boson de Higgs, le monoxyde d'azote ou la transgénèse, mais au moins qu'ils aient une réflexivité, une éthique, et qu'ils se mettent effectivement au service de l'intérêt général. Et là, on aura fait un grand pas par rapport même à des questions qui touchent au champ scientifique. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, les scientifiques sont disponibles à titre consultatif, il n'y a aucun problème, on est là pour répondre. S'il y a des questions, par contre, le pouvoir décisionnel, il n'est pas nôtre. Donc, mais on est là pour conseiller à la demande. Bonjour, merci beaucoup pour ces échanges. En fait, ça a déjà été discuté un petit peu, mais malgré tous les services que la science rend à la société, il demeure qu'il y a beaucoup de méfiance par rapport à la science en général et aux scientifiques. Et je ne sais pas si vous pouvez discuter sur l'origine de cette méfiance, d'où est-ce que ça vient, parce que c'est évident que la science rend beaucoup de services, mais malgré tout, on s'en méfie beaucoup. Alors je ne sais pas, mais ce que j'observe, c'est que de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, c'est complètement différent. Moi j'ai vécu là-bas plusieurs années. Les Américains ont totalement confiance en un scientifique. Quand vous dites que vous arrivez, vous avez un PhD, les gens vous regardent avec respect. Et ils ont totalement confiance en ce que dit la science. Alors peut-être trop, ça peut se discuter. Mais effectivement, il y a cette espèce de doute que je sens dans mon pays et que je n'ai pas senti à d'autres endroits. Je ne sais pas exactement d'où ça vient. Peut-être que le français a tendance à remettre beaucoup de choses en question, à questionner, à s'interroger, et ce qui est très positif, il faut se poser des questions. Mais effectivement, ce n'est pas forcément ce que j'ai ressenti dans d'autres pays.
Oui, alors il y a deux niveaux. Je crois que c'est une question politique déjà, c'est-à-dire que la science a aujourd'hui une autorité politique et donc il y a une défiance envers la science qui est peut-être le reflet d'une défiance vis-à-vis d'un système. Et en particulier lorsqu'on pense que la science est alliée à ce système, donc on va avoir tendance à le rejeter. Il y a un autre aspect qui est plus épistémique, je pourrais dire, de qu'est-ce que la science nous dit du monde, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Et là, pour le coup, je pense que les États-Unis, c'est là où il y a le créationnisme, hein, quand même. C'est là où il y a Trump, c'est là où il y a la post-vérité, le free speech. Et donc, il y a une question de valeur des représentations qui se valent. Toute représentation presque se valent. C'est presque la performance de la représentation qui importe plus. Si elle ramène de l'argent ou si elle permet d'envoyer quelqu'un sur la Lune, par exemple. Donc il y a ces deux aspects. Et puis il y a quand même, à mon avis, le troisième aspect le plus important, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un contrat implicite de la science au service de l'intérêt général, de l'humanité, le progrès, la civilisation, le confort, la technique, etc. Et on sent qu'il y a eu comme une forme de supercherie. Et donc les gens sont défiants parce qu'ils se rendent compte que le marché n'a pas été super bien tenu d'une certaine manière. Et qu'il y a plus de raisons aujourd'hui de se défier de techniques ou de savoirs qui nous ont mis dans une situation un peu problématique. Voilà. Et donc ça nous renvoie une image, hein, c'est un effet boomerang pour les scientifiques de se dire, bon ben effectivement, on n'est pas responsable du réchauffement climatique. Mais ceci dit, il y a une association quand même d'un développement technologique, de l'industrie fossile, etc., qui est couplée quand même à des savoirs et des techniques, dans lequel on a été partie prenante. Et donc c'est presque, d'une certaine façon, quelque chose de légitime et de compréhensible, qu'on ait des comptes à rendre et que s'installe une défiance dans les relations qu'il peut y avoir entre la population et les scientifiques. Bonjour, merci beaucoup pour ces échanges. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas forcément le rôle du scientifique en tant que tel de se mobiliser dans l'espace public. Est-ce que vous pensez qu'une solution à ça, ce serait la création d'un mouvement politique assez massif qui regrouperait des scientifiques et des scientifiques dont l'objectif principal, c'est justement d'imposer au public, par des mouvements de mobilisation plus ou moins intenses et radicales, la prise en compte en fait, du discours scientifique dans les prises de décision politique, quitte à penser le fait de mettre un rapport de force. Ça revient un peu à la question qui était posée précédemment. Nous ne sommes pas là pour créer des mouvements politiques et pour les animer. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit souhaitable ou profitable de faire des choses comme ça. Après, c'est à chaque citoyen de choisir. C'est un acte citoyen, mais pas d'une communauté scientifique, je ne pense pas. Non, et puis ça n'a jamais eu lieu. Hein. Au final, il n'y a jamais eu de parti qui se revendiquait de la science. Le parti de la science, pourtant c'est une longue histoire, la science. Hein. Et malgré le positivisme de Comte ou de choses comme ça, il n'y a pas eu besoin de faire un parti de la science. Mais par contre, c'est un exercice de pensée intéressant. Tu pourrais faire une nouvelle de science-fiction là-dessus. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un parti de la science et quelles seraient les conséquences en termes politiques, démocratiques, voire par rapport à la position des sciences dans l'espace public? Est-ce que ça attiserait des conflits? Est-ce que ça cliverait, polariserait encore plus les positions? Et puis de quelle science on parle toujours, hein, c'est-à-dire il y a des savoirs et il y en a d'autres. Donc c'est vrai que c'est des champs cognitifs complètement différents, le champ de la science et le champ de la politique, et je ne vois pas comment on pourrait les fusionner en un seul et même parti. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors, je vous invite aussi également à lire de Pierre Boulle Les Jeux de l'Esprit, qui imagine justement que l'ONU abandonne toute souveraineté au bénéfice de son équivalent composé par des Nobel, le moindre bureaucrate étant licencié. Et vous verrez le résultat qu'il imagine, qui est clairement une dystopie et assez amusant. Voilà, un grand merci à nos invités et je vous invite à beaucoup de